Bonjour et merci à tous de nous faire l'amitié de consacrer quelques minutes de votre précieux temps à suivre les vidéos que nous avons choisi de faire enregistrer sur cette chaîne afin de permettre aux Camerounais de faire un choix pertinent à l'élection présidentielle de 2025. Nous sommes à la troisième vidéo parce que dans les deux premières, nous avons fait ressortir deux critères qui peuvent vous permettre d'identifier ou de distinguer le bon grain de livret, de savoir qui est le bon candidat et qui est celui qui ne l'est pas. La première vidéo nous a permis de savoir que pour reconnaître un bon candidat, il faut d'abord qu'il ait une idéologie. Et l'idéologie, ça ne veut pas dire une juxtaposition de concepts. L'idéologie, ça veut dire nous montrer comment on comprend la régulation de la relation entre l'individu et l'environnement par l'administration. Il faut que ces trois choses apparaissent dans une idéologie en combinaison pour nous faire savoir que nous avons affaire à un candidat sérieux et qui a une idéologie politique. La deuxième vidéo nous a permis de distinguer les charlatans de ceux qui veulent vraiment résoudre le problème du Cameroun. Parce que nous avons fait ressortir que celui qui n'arrive pas à modéliser l'existant pour en ressortir les dysfonctionnements et proposer dans cette conceptualisation la solution n'est qu'un charlatan. Ce n'est pas celui qui peut nous permettre de sortir de la situation que nous traversons. La troisième vidéo, celle d'aujourd'hui, va nous permettre de savoir quels sont les éléments clés d'une idéologie du Cameroun. Comment les Camerounais peuvent savoir qui des candidats a vraiment compris le fonctionnement du Cameroun. Comme nous devenons de plus en plus précis, il est important de saisir le maximum de Camerounais possible. Et pour saisir le nombre de Camerounais possible, je souhaiterais que les abonnés soient de plus en plus nombreux et que ceux qui s'abonnent et qui regardent les vidéos fassent des likes pour permettre à beaucoup de Camerounais d'entrer en contact avec les vidéos. Alors, en écrivant cet ouvrage, j'ai essayé de lever, je me suis rendu compte qu'il y a une équivoque. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que nous admettons que le Cameroun a été une colonie. J'ai fait un constat. Et depuis quelque temps, j'essaie de titiller des défenseurs, des héros de l'indépendance par des lettres et des articles. Je n'ai pas encore eu de réponse de la part de ces défenseurs de cette page de l'histoire du Cameroun. Et je me suis rendu compte que celui qui disait que pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre avait pleinement raison. J'ai surtout été surpris quand j'ai regardé le statut du Cameroun de 1957. J'étais déjà assez étonné de me demander pourquoi est-ce qu'on parle de protectorat, de tutelle et de mandat en ce qui concerne le Cameroun. Certaines personnes trouvent que c'est une figure de style. Au lieu de parler de colonie, on parle de protectorat. Mais je me suis rendu compte que juridiquement, le Cameroun avait un statut différent des autres. Et cette différence juridique a été matérialisée par un document qui résume en lui tout seul la situation que le Cameroun a vécue depuis 1884 jusqu'à 1960. Alors, ce document, c'est le statut du Cameroun de 57.
je l'ai repris ici entièrement dans cette livre. Et je l'ai modélisé. En modélisant le statut du Cameroun de 57, on se rend très vite compte, article après article, que le Cameroun a une configuration particulière. Le Cameroun a cette configuration en deux camps. Il y a le 1 ici qui représente le commandement traditionnel. Il y a le 2 qui représente ce que j'ai appelé l'administration centrale. Ça aura été le protectorat, le mandat et la tutelle. Mais au 3 aura survécu le commandement traditionnel. Au point où en 1957, c'est clairement écrit dans le document qui conduit le Cameroun vers la période de 1960. Dans le compartiment 1, celui du commandement traditionnel, on a toute une administration. L'environnement, il est vivrier. La relation à l'indigène et l'environnement, c'est l'exploitation de la nature. L'administration locale, dont les commandements traditionnels, aménage les conditions de vie sociale et gère les conflits et tout le territoire. Ça, c'est le compartiment 1. C'est écrit. Le compartiment 2 a l'administration centrale. C'est là qu'on trouve les gouverneurs, les hauts commissaires et tout. C'est là-bas qu'ils sont à l'administration centrale. Eux, ils s'occupent de l'aménagement des conditions de rente des Occidentaux, des conflits entre les Occidentaux et les indigènes, et tout ce qui est international. Donc, le plus grand intérêt pour eux, c'est les rentes. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est écrit et nous parlons d'une colonie. Parce que lorsqu'on parle de colonie, le mot indépendance a un sens. Mais quand on se retrouve dans ces circonstances, indépendance n'a pas de sens. Il n'y a aucune domination territoriale sur cette partie. Il n'y a aucune annexion des terres parce que dans les traités, aussi bien dans le traité germano-douala que dans les accords de tutelle, il est formellement interdit à tout occidental d'être propriétaire terrien. C'est écrit. Formellement interdit d'être propriétaire terrien. Les accords de tutelle sont d'ailleurs plus rigoureux, interdisent à cette administration de modifier la configuration de celle-ci. C'est interdit. Mais d'où vient-il qu'on parle d'indépendance? Concrètement, de façon opérationnelle, à quoi renvoie le mot indépendance? Dans ce contexte, il n'y a aucune domination. La domination est ressentie par la petite quantité d'élites qui passent du vivrier à la rente. Ils sont des employés ici. Des éléments, parce que les Occidentaux, eux, sont venus dans l'exploitation des richesses et font des industries ou des structures de production des biens. Il y a donc un certain nombre de Camerounais qui partent d'ici pour venir vivre là. Et ce qui est logique, c'est que si quelqu'un part d'ici pour venir vivre là, il est dominé par le système occidental. Donc, celui qui avait intérêt à ce que cette situation change, c'est l'occidental, puisqu'il voulait avoir beaucoup d'espace. Il voulait avoir les terrains.
pour avoir beaucoup d'espace pour ceci. Et quand il n'est pas propriétaire de terrain et qu'il peut produire les biens, il est en situation précaire. Donc, la confusion des termes entre colonie et protectorat est voulue. Elle est voulue pour que les Camerounais ne se rendent pas compte qu'ils n'avaient pas besoin d'indépendance. Et ce sera donc bien manipulé. Bien manipulé parce que l'équation du développement du Cameroun doit partir d'ici. Et comme il ne fallait pas, parce que si nous restons en statu quo, que cette partie se développe, naturellement, elle va pousser celle-là. Alors, comment faire? Et c'était ça l'équation que devaient résoudre les Occidentaux pour réussir à écraser ça sans tenir compte des traités. Voilà l'équation que les Occidentaux avaient à résoudre. Comment faire pour réussir à ce que la partie-ci écrase celle-ci sans les traités occidentaux? Il fallait changer les traités. Il fallait changer les accords de tutelle. Et comment changer les accords de tutelle? En allant vers la structure qui était habilitée à changer les accords de tutelle. C'est quoi? C'est les Nations Unies. Il fallait donc amener le Cameroun à entrer dans le concert des nations pour que ce qui est dans le concert des nations écrase le pouvoir traditionnel. C'est la même méthode qui a été utilisée en Afrique dans tous les pays. Mais le Cameroun a bénéficié de l'avantage de la forte tribalité. Et ça, je cite Jean-François Bayard dans son article Union nationale camerounaise, paru en 1970 dans la revue des sciences politiques de la France. Dans cet ouvrage, il décrit comment les tribus ont sauvé le Cameroun du processus des autres. Parce que le processus était en 3 étapes. La première étape, c'était de politiser l'administration locale. Donc, dans tous les pays africains, ils politisaient l'administration locale, donc créaient des partis politiques dans l'administration locale. La deuxième étape, c'était qu'ils syndicalisaient les Africains qui étaient entrés dans ce compartiment. Et comme ça, les syndicats devenaient les partis les plus puissants. Les syndicats évoluaient pour devenir les partis les plus puissants. Et quand le syndicat devient un parti les plus puissants, les partis les plus puissants syndicaux prenaient donc les rênes de l'administration locale au détriment des commandements opérationnels. Et comme ça, ils pouvaient manipuler l'administration locale. Et c'était classique. C'est pour ça qu'on est parti de l'Assemblée représentative. L'Assemblée représentative permet de faire quoi? L'Assemblée représentative permettait donc de récupérer un représentant dans tout le territoire. Comme ça, progressivement, le côté occidental entrait dans le côté traditionnel. Après, on a l'Assemblée territoriale. Comme ça, le pouvoir central commence à dicter territorialement certaines choses au pouvoir traditionnel. Et à la fin, c'est le clou des clous. Tout le monde comprendra maintenant pourquoi je dis que le droit est la chose la plus compliquée. L'Assemblée législative. Là-bas, on commence à faire des lois. Et comme ça, les lois du droit positif commencent à s'imposer aux lois traditionnelles. Donc, progressivement, cette partie va envahir celle-ci. Ça a été facile pour les autres pays africains à travers la RDA, le Rassemblement démocratique africain. Malheureusement, le parti syndical
qu'on avait choisi pour le Cameroun, l'UPC, ne représentait pas beaucoup de Camerounais. Il y avait un nombre important de partis. Et les partis étaient tribaux. Ça fait que l'UPC qui avait été choisi à la RDA, où Nobel avait été vice-président, ne pouvait pas venir déboulonner l'administration locale, n'a pas pu déboulonner l'administration locale. C'est pour ça qu'il ne comprendra pas pourquoi il ne sera plus important pour l'Occident, au contraire. L'administration locale restera donc une administration essentiellement tribale, donc fortement traditionnelle. Tous les partis avaient des configurations de tribus. Et c'est comme ça que le Cameroun va résister jusqu'en 1960 dans cette configuration, contrairement aux autres pays africains. Et c'est dans ce contexte que le président Ahidjo prend le pouvoir. Il prend le pouvoir parce que, et c'est ce que je décris dans ce livre, il accepte ce compromis. Il accepte ce compromis. Il dit, OK, nous allons rester comme ça. Et les Occidentaux, sachant que tout repose sur l'administration, parce qu'il ne pourra pas, les DG vont jongler au niveau de l'administration, acceptent de lui confier le pays parce que lui, il a compris que voici le paradis du Cameroun en 1957. Il a compris qu'il faut laisser ne pas attaquer la rente parce que ce qui dérange les autres présidents de parti, surtout du PC, c'est qu'eux, ils se situaient au niveau d'inquiéter la rente. Donc, ils font directement face à l'occidental. Et le président est plus malin. Il leur dit non, je reste local parce que son pouvoir ou sa base était traditionnelle. Je reste local sans inquiéter le pouvoir, votre rente. Et ça, je n'imagine pas. Dans ce livre, je reprends le discours du président Ahidjo, à l'époque Premier ministre, lorsqu'on donne l'indépendance. Le discours qu'il prononce. Et dans son discours, il décrit exactement ce que je dis. Nous allons rester là. Nos pouvoirs sont là. Nous allons vous laisser la partie rente, ne vous inquiétez pas. Et ceux qui viennent vous menacer la rente, on va les mettre de côté parce qu'ils veulent déséquilibrer le système. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils pouvaient maîtriser la rente. C'est pour ça que les conflits les plus durs, appelés conflits d'indépendance, se déroulent au niveau des zones économiques. Il suffit de prendre la carte du Cameroun pour s'en rendre compte. Les conflits dits d'indépendance se déroulent autour des zones économiques. Il y a un Camerounais qui a écrit un livre puissant sur ce sujet. Le syndicalisme et la politique, l'économie et la lutte de l'indépendance. Donc, en réalité, c'est ici que se situe le match. Et ceux qui l'ont livré ici ont compris que c'est ici que se livre le match de l'économie. Vous ne vous rendez pas compte que c'est l'administration qui régit tout le haut. Les autres ont compris que nous n'avons pas encore la capacité administrative à débouter le blanc.
Ça ne sert à rien de se battre ici parce que tout se maîtrise en bas. Et eux, ils ont raté leur compte parce qu'ils ont voulu déstabiliser le bas. Ici, ils ont été confrontés à la puissance de la tribalité au Cameroun. Voilà pourquoi le système est resté en équilibre. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les partis politiques camerounais ne comprennent pas, n'arrivent pas encore à modéliser ça et à comprendre que c'est ici l'enjeu. C'est vrai que ça ne se présente plus exactement comme ça aujourd'hui. Mais voilà le Cameroun qui est confié au président Ahidjo. Et à lire Jean-François Bayard, les gens pensent que quand le président Ahidjo était d'office président du Cameroun, ce n'est pas vrai. Il y a eu une élection législative en 1960 que le président Ahidjo perdait. Et les Occidentaux étaient sûrs qu'il l'avait perdu, qu'il allait perdre cette élection. Mais la finesse de l'homme a permis qu'il la gagne pour devenir président. Ce n'était pas donné qu'il soit président. Les gens qui ne comprennent pas disent que on lui a donné le Cameroun. Non, il n'a pas donné le Cameroun. Les Occidentaux ont été confrontés au fait que, après avoir déstabilisé l'administration locale, elle ne s'est pas émiettée. Elle s'est recroquevillée sur la tribu pour conserver le pouvoir traditionnel. Voilà ce qui sauve le Cameroun et qui stabilise le Cameroun. Le pouvoir traditionnel, les partis se sont refermés sur les tribus et quand on se referme sur la tribu, on conserve le pouvoir traditionnel. Or, ils comptaient sur le fait que cet émiettement déstabilise le pouvoir local et que les personnes du pouvoir de la rente viennent envahir le pouvoir local et imposent le droit positif au détriment du droit traditionnel. Et comme ça, la deuxième partie disparaît, on se retrouve seulement avec la partie occidentale. Il faut donc reconnaître les partis néocoloniaux à travers ce qui nous apporte la rente, le droit positif, sont les partisans de la colonisation, la vraie colonisation. Et le tribalisme est un élément de stabilisation du Cameroun. La tribu est un élément de stabilisation du Cameroun. Donc, tout parti politique qui parle des Oumniobé comme héros parce qu'ils ont demandé l'indépendance n'a pas compris. Tout parti qui parle de colonisation n'a pas compris. Tout parti qui parle d'indépendance n'a pas compris. Et tout parti qui fait de la lutte contre le repli tribal n'a pas compris. Et je vais vous montrer dans la suite comment est-ce que le président Ahidjo s'en sort. Et dès qu'on a compris ça, on va comprendre la décentralisation du Cameroun, on va comprendre le parti unique, on va comprendre que la fête du 20 mai n'est pas la fête de l'unité du Cameroun occidental et du Cameroun oriental, mais c'est la fête de l'unité des différentes tribus. Et nous allons le montrer la prochaine fois dans notre vidéo. Je vous remercie pour votre aimable